Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'il n'y a que des créateurs d'images ici, photographes, vidéastes. Et si vous ne l'êtes pas, bienvenue et bienvenue dans notre univers. Bienvenue aussi dans l'univers de chacun parce qu'après, à la fin aussi, c'est pas que l'information soit que descendante, c'est qu'on puisse aussi se rencontrer, partager sur toute la conférence. Déjà, je voudrais remercier Panajou. Panajou, je ne sais pas si vous connaissez. Panajou, c'est le magasin de photos vidéo, un des plus anciens de France d'ailleurs. Ils nous ont gentiment prêté du matériel, on le présentera aussi. Panajou, c'est aussi, nous on se fournit beaucoup là-bas, donc c'est hyper intéressant parce qu'on trouve à la fois du matériel photo, vidéo, de l'accessoire, de la lumière et beaucoup de conseils et de passionnés. Parce que c'est aussi un lieu de rencontre, à chaque fois que nous on va faire des achats, on revoit des créateurs qu'on n'a pas le temps de capter et ça fait vraiment plaisir. Bon, on va vous parler un petit peu, je pense que vous avez vu le titre et c'est aussi pour ça que vous êtes là, du projet en Laponie. Alors sur cette vidéo, juste c'était pour vous montrer un petit peu les images de la Laponie. Mais avant toute chose, on va peut-être se présenter et présenter Manza Studio. Donc, est-ce que tout le monde nous connaît ou qui ne nous connaît pas? Ok. Ok, bon, ça marche. Du coup, nous, c'est Manza Studio, on est une agence de production photo et vidéo basée à Bordeaux. On fait donc de la production de contenu pour les sociétés et les marques, uniquement les pros, donc pas de particuliers. On est multisecteur, donc vous voyez un petit peu sur les images, on peut faire du packshot, de l'automobile, du culinaire. Voilà, enfin, c'est assez varié à ce niveau-là. On est basé à Bordeaux, on a des studios et on se déplace partout en France et du coup dans le monde, vous l'aurez compris, avec ce projet-là. On a différents clients, notamment Back Market, Gémeaux, Caisse d'épargne, Nissan, Pullman, bref, vraiment multisecteur comme je le disais. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir travailler dans tous ces secteurs-là à travers la France et à travers le monde. On a choisi justement il y a beaucoup de photographes, beaucoup de vidéastes qui nous disent mais pourquoi en fait vous couvrez plusieurs secteurs avec les professionnels. C'est un choix depuis le début avec Louis quand on a créé la société, c'est de pouvoir amener une touche par exemple quand on va filmer dans l'industriel, de pouvoir le ramener par exemple pourquoi pas dans le bancaire, vraiment pouvoir aussi découvrir des porteurs de projets, découvrir des marques, découvrir leur univers, découvrir des startups qui grandissent, et on grandit avec eux à travers le contenu. Donc c'est aussi un parti pris et on est très fiers aussi de pouvoir présenter tout type de projet. Là on a présenté les plus connus mais bien sûr, et ça on le dit aussi, on accompagne des plus petites marques qui sont moins connues sur les réseaux sociaux, mais en fait on est très très content de pouvoir les accompagner sur la création de contenu. Si vous avez des questions à ce sujet-là, on pourra en discuter plutôt à la fin de la conférence. Donc ça, voilà, c'est rapidement des anciennes photos de nos studios pour vous montrer un petit peu. Donc on a un espace studio, on peut faire de la photo, de la vidéo, portrait, packshot, etc. On a plusieurs types d'éclairage. Là, c'était vraiment un peu au tout début quand il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est aussi un studio qu'on met à la location aux professionnels, mais aussi aux particuliers qui veulent se tester sur du portrait, sur du packshot, sur différents types de photos. Donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à venir nous voir. Et ça, du coup, c'est l'équipe. Donc on a commencé avec JB, on s'est rencontrés il y a 4 ans maintenant, pendant le confinement, sur un live Instagram que JB organisait sur son compte. Et du coup, petit à petit, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble. Petit à petit sur des projets, JB m'a amené des projets, moi je lui en ai amené aussi. Et voilà, donc on a travaillé à peu près un an et demi en indépendant. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas du tout issu du milieu de l'audiovisuel. On est passionné de l'image et en fait on a été autodidacte et on l'est encore parce qu'on continue de se former même si aujourd'hui on a une société un peu plus grosse. Et on a chacun notre expérience en tant que freelance au début. Et puis après, bien sûr, on a aussi chacun notre vision de la création de contenu. Louis va être le profil beaucoup plus créatif, c'est-à-dire comment faire la différence à travers les images. Et moi, c'est plus l'objectif marketing, donc comment répondre à un objectif. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que Manza Studio fonctionne. On a deux visions différentes. On essaye aussi, il n'y a pas que nous dans la société maintenant, il y a des talents.
qui ont rejoint progressivement, si tu veux parler progressivement. Du coup, petit à petit, on a eu de plus en plus de demandes, donc les besoins ont grandi aussi, et du coup, on a forcément fait grandir l'équipe avec des alternants, mais aussi des salariés. Donc vous voyez Alicia qui est ici, Louis qui est là aussi, qui est derrière, Johan, Andrea qui est là aussi, Chloé et Antoine du coup qui est un journaliste qui travaille avec nous sur différents sujets. Donc voilà, ça fait une belle petite équipe et si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils nous accompagnent du coup sur les différents projets et on ne pourrait pas traiter avec certains types de clients si on était resté en freelance ou si on n'était que deux sur certains projets. Donc voilà un petit peu la team. Et pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, la Laponie, il y a quand même, au tout début quand on a lancé la Manza Studio avec Louis, on s'est dit la création de contenu, on adore, c'est notre passion. On était rentré dans un cycle aussi avec Louis où on commençait à avoir pas mal de clients, mais on s'est un peu oublié et on s'est dit pourquoi pas pouvoir allier le pro et notre deuxième passion qui est le voyage et se lancer un petit défi chaque année de faire un gros voyage. Et on a commencé directement par l'île de la Réunion. Et ça, c'était par le réseau, tout ça. Et direct, c'était un plutôt beau contrat. C'était un échange. Et c'était un spot télé pour un agriculteur qui transformait ses fruits exotiques en jus. Après, on est parti sur Zanzibar, si tu veux en parler. Ouais, on est parti du coup l'année dernière. On avait Maureen du coup qui était en alternance chez nous, qui faisait un master international et du coup on lui avait donné pour mission et pour objectif et pour challenge aussi de trouver un contrat donc à l'étranger quelque part dans le monde. Au départ c'était à La Paz en Bolivie et au final ça s'est pas fait, c'était un peu compliqué au niveau organisation. Et du coup elle a trouvé, donc c'était là pour le coup c'était un échange vraiment à Zanzibar, donc on a travaillé pour un hôtel pendant 2 semaines. Voilà, nous on faisait du contenu, eux nous hébergeaient. Et on a également fait du contenu pour un loueur de voitures, donc ça s'appelle Green Motion. Voilà, pareil, ils nous ont prêté 2 voitures pendant les 2 semaines. On a créé du contenu gratuitement en échange. Et ce qui nous amène du coup à la Laponie, parce qu'en fait, ce loueur de voitures pour qui on a créé du contenu gratuitement du coup à Zanzibar, a vraiment adoré le contenu qu'on lui a fait là-bas et nous a dit est-ce que vous êtes chaud pour partir en Laponie. Du coup, cette fois-ci de manière rémunérée, de manière plus professionnelle entre guillemets, avec un contrat, etc. Et du coup, voilà, c'est un peu l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a créé pour eux, qu'est-ce qu'on a produit, comment ça s'est organisé. Et je vais te laisser enchaîner. Ouais, juste concernant la Laponie, à la base des bases, on devait partir en décembre. Tout s'est fait un peu au dernier moment. Ils nous ont contactés en octobre, fin octobre, pour partir en décembre, la première semaine de décembre d'ailleurs. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que c'était trop short pour organiser. Et aussi, il y a une contrainte, c'est qu'il faisait que 2 heures de jour là-bas. Donc assez compliqué. Et puis il y a aussi le contenu qu'on a créé, et ça on vous expliquera, c'est du contenu qui correspondait aux périodes de Noël. Parce que la Laponie, on le sait tous, quand on parle de Laponie, c'est le pays du Père Noël. Donc voilà, et donc ça ne matchait pas. Nous, il fallait qu'on produise la première semaine de décembre avec 2 heures de jour uniquement et post-prod quasiment sur le terrain. Donc c'était pas très très efficace et on s'est dit bon ça tombe à l'eau, c'est pas grave, même si on avait quand même espoir. Et puis en fait il s'est avéré que c'était. Ouais, on a reçu un mail un vendredi de janvier. Ouais. Et du coup la concession Green Motion nous a contacté, nous a dit est-ce que vous êtes chaud pour partir dans 2 semaines. Donc nous on est toujours chaud pour ce type de projet, mais du coup ça demande quand même une certaine organisation, une certaine rigueur et un certain professionnalisme parce que ok on accepte mais il faut qu'on réussisse à délivrer le contenu que le client attend, donc il faut s'organiser et vous allez voir que c'est pas forcément hyper simple. Il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi la vie en agence ici, il faut qu'on s'organise, il y a l'équipe aussi à gérer, tout se structure aussi sur place, donc laisser pendant une semaine nos salariés, notre team et tout, c'est assez complexe aussi, hein. C'est plus un problème d'organisation pour nous. Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à nous couper aussi parce que c'est vrai que ça peut être important d'interagir à certains moments si vous voulez réagir à certaines choses. Du coup, voilà, globalement le projet, les contraintes, donc nous ce qu'on voulait c'était partir à 4, pas uniquement à 2 avec JB, surtout qu'on devait créer du contenu donc en Laponie avec des humains, donc forcément il fallait qu'on soit plusieurs pour faire du contenu là-bas, sinon ça allait être compliqué.
On devait trouver une famille, vous comprendrez aussi pourquoi, mais on devait avoir une famille sur place qui était disponible en semaine, donc 2 parents, 2 enfants, en semaine, donc pas forcément facile de trouver ça en 2 semaines. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il y avait des enfants, il y a une législation en France en fonction de l'âge. On a le droit de tourner plus ou moins de temps avec les enfants, une demi-heure, 1 heure, ça dépend aussi de l'âge. Dans les pays nordiques, c'est pas pareil. Et heureusement, du coup, on les avait toute la journée. Sauf que y a forcément aussi Enfin, on les voit, ils sont fatigués aux heures de repas, toute la journée à tourner. Donc on le savait dès le début que ça allait être assez compliqué, assez speed sur cette journée de tournage. Du coup, à la base, ils voulaient nous envoyer 3 jours. On a négocié 5 jours pour quand même qu'on ait le temps de profiter et faire du contenu parce qu'on a pas mal d'activités à faire, pas mal de contenu et du coup, on avait besoin de temps pour ça. Le projet était tout en anglais forcément, donc ça après on se débrouille, mais ça fait partie quand même des contraintes. Il faut savoir négocier certaines choses avec le client, pouvoir échanger et pouvoir que chacun se comprenne en tout cas. Le grand froid, forcément, il faut s'organiser parce qu'on ne part pas en Laponie comme on peut partir pour le coup à Zanzibar. C'est vraiment une organisation supplémentaire en termes de matériel, d'équipement et tout ça, de gants. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de supplémentaire. Donc voilà, ça fait partie de l'organisation globale. Pour l'organisation, il fallait aussi cadrer les journées de manière professionnelle. Donc se dire, ok, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, tel jour on a l'activité, la famille elle est dispo de telle heure à telle heure. Donc c'est vraiment caler tout ça en moins de 2 semaines, c'est pas forcément hyper facile. Et il faut aussi savoir qu'on était en Laponie, en Finlande, parce que la Laponie s'étend sur 3 territoires, la Russie, Finlande, Suède. Et nous on était à Rovaniemi, on a atterri là-bas. Pour vous dire un petit peu. Et les paysages, on savait à peu près à quoi s'attendre. On est sur des paysages complètement remplis de neige. Et surtout, en fait, 80%, c'est que des arbres. Donc, on est sur quelque chose d'assez similaire. Mais le truc étant, et ça, on en parlera juste après, c'est qu'on parle de tourisme qui est assez différent de beaucoup de destinations. Déjà, de 1, parce que c'est le grand froid. Mais de 2, c'est aussi tourné très autour des activités. La Laponie, en tout cas, la partie là où on était, en Finlande, c'est généralement les gens, quand ils ne font pas de création de contenu, partent en groupe, en voyage organisé. Donc, quand on lisait un petit peu sur les forums, tout ça, il faut partir en voyage organisé, nanani, c'est dangereux. Et puis, il y a aussi cette question qui s'est posée, et ça, c'est une énorme contrainte pour nous, c'est OK, on tourne pour une agence de location de voitures, mais en fait, rouler sur la neige, rouler sur la glace, comment on fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a la sécurité? Tout ça. C'est des questions toutes bêtes en soi qu'on se pose. Mais en fait, quand on est arrivé là-bas, même avant, on a anticipé. Tout le monde roule comme ça, comme d'hab. C'est hyper sécurité maximum, je pense, et les roues sont cloutées. Donc, c'est hyper bien, franchement. Ouais. En termes de contenu, donc, ce qu'ils attendaient de nous, c'était un reportage photo de la concession. Enfin, on va vous montrer tout ça, mais de la concession, de l'emplacement qu'ils avaient, de la Laponie aussi en général, donc des paysages, de la famille un petit peu, et surtout des voitures du coup. Et aussi, surtout, l'objectif de ce contenu-là, c'est répondre en fait déjà répondre à la demande client qui est de montrer les plus beaux paysages de Laponie, imaginer aussi le client dans toute la partie automobile, montrer les derniers modèles qu'ils ont, forcément, et tout l'aspect sécurité. On a fait également donc, une vidéo pour mettre en avant la destination à Noël, parce que c'était vraiment l'objectif, et une vidéo un peu plus générique qu'on vous diffusera aussi, pour mettre en avant la destination globale, sans forcément que ce soit dans l'esprit de Noël, parce qu'il y a aussi d'autres choses à faire que le village du Père Noël. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà parties en Laponie ici ou pas, ou qui souhaiteraient y aller? Ma chérie est finlandaise. Comment? Ma chérie est finlandaise. Ok. Ah, c'est pour bientôt du coup alors. La sécurité là-bas, c'est juste tout à fait normal. En fait, ce que je disais à Louis avant de partir en Laponie, parce que on adore faire des shootings automobiles, même en perso, tout ça. Et ça arrivait une fois un jour, on allait en prestation et Louis voyait un champ, il y avait de la brume et tout. Et il me dit oh, on prend ce champ, on va au milieu un peu et là il y a de la brume, c'est super beau et tout. Je lui dis ok, pas de souci. On s'était quasiment enlisé dans la gadoue et tout. Et je lui dis ça, on peut pas le répéter en Laponie. C'est pas possible parce que je le connais, il veut qu'on aille prendre du risque et tout. C'est bien pour faire de belles images. Sauf que là, on parle de routes
où il y a du passage, donc c'est bien, la neige est tassée, tout ça, mais quand on sort un tout petit peu, la voiture s'enfonce. On voyait des fois, on avait l'impression qu'on pouvait marcher, et en fait, t'as plus d'1 mètre de neige à certains endroits, donc c'est vraiment chaud. Sur cette partie-là, juste un point, c'est, je vous l'ai dit, la Laponie, c'est vraiment une destination complètement différente je trouve, des autres pays parce que c'est du tourisme autour d'activités. Nous, comment on a effectué la recherche, et je pense que tout le monde aurait fait comme ça, c'est tout d'abord regarder ce qui se passe sur Instagram, Pinterest et tout, qu'est-ce qui fait rêver les gens, parce que c'est un peu l'objectif. Et en fait, on a commencé à référencer les spots, les activités. On a vraiment regardé un petit peu ce qu'il y avait aussi sur Google Maps, est-ce qu'il y a des lacs gelés, est-ce que… on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 330 lacs, donc on ne va pas faire les 330, on n'avait pas assez de temps. Mais voilà, on a regardé un petit peu, et qu'est-ce qui était intéressant du sud jusqu'au nord, parce qu'on a fait un petit périple, on a commencé au sud et on est remonté au nord, et c'était pour à la base voir des aurores boréales. Et on peut en parler parce que c'est aussi le rêve de chaque photographe de couvrir, je pense, même si on n'est pas forcément dans la photo de paysage ou autre, c'est d'en voir et d'en couvrir. Nous, très clairement, on peut le dire, on en a vu. Spoiler alert. Mais spoiler alert, très honnêtement, c'était pas les plus belles, et je pense qu'on n'était pas dans les meilleures conditions. Si tu veux peut-être en… Non, du coup, on a eu beaucoup de… Enfin, au niveau de la météo, c'était compliqué. On était pourtant à la période OK pour voir des aurores. Maintenant, faut quand même avoir de la chance au niveau des nuages, au niveau des températures, parce que c'est vrai que les premiers jours, on était à -20 à peu près en température, les 2-3 premiers jours, et puis après, on est rapidement remonté au-dessus, quasiment au-dessus de 0 degré. Sur les derniers jours, à 0 degré, en fait, il neige, il fait pas beau, c'est gris, et du coup, c'était largement mieux quand il faisait -20, quand il y avait grand soleil, ciel bleu et tout ça. Et c'est là qu'on a aussi plus de chances d'en voir que quand il fait 0 degré. Et pour la petite anecdote, là-bas, en fait, ils ont une petite application qui s'appelle Aurora Forecast. Ça, en gros, c'est une application météo qui dit « Ok, il y a potentiellement des chances que vous pouvez voir des aurores ». Il y a des spots qui sont notifiés par des utilisateurs, un peu comme si vous notifiez un accident sur Waze. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on avait reçu une notif en disant que tel utilisateur a notifié à cet endroit qu'on peut voir des aurores boréales. On est parti le voir. On a fait peut-être 1 heure de route quand même, ou 35 minutes, 45, enfin je sais pas. On est allé, il n'y avait pas grand monde, il y avait quelques voitures, et en fait, d'un coup, ça a débarqué plein de touristes, tout ça. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui payent des guides pour ça, et en fait, on s'est dit, mais pourquoi en fait ils payent des guides pour ça? Après voilà, chacun a sa notion de comment voyager, tout ça, mais très clairement, il y a l'application, même les locaux font pareil que nous au final. Donc voilà, et donc on en a pas du tout, on en a vu, mais c'est pas ce qu'on voit sur les photos. Après, vous connaissez un petit peu, c'est de la pose longue. Et là, très honnêtement, on l'a fait, on a testé aussi à l'iPhone pour voir aussi ce que ça donnait à l'appareil, et c'était pas du tout les meilleures conditions. Très clairement, vous en verrez pas, c'est dommage, à part si on fait avec l'intelligence artificielle un petit découpage et on va rajouter ça, mais ce sera pas ça, très clairement. Pour revenir un peu sur l'organisation, donc nous on devait, avant de partir, cadrer comment on allait faire le contenu sur place et quand est-ce que la famille était disponible, etc. Donc bon, ça on va pas rentrer dans le détail, mais en gros c'est l'organisation qu'on a eue sur place, qu'est-ce qu'on faisait tel jour, quelles activités, etc. Donc c'était hyper important aussi vis-à-vis du client de lui montrer qu'on était professionnel et que les choses étaient carrées, qu'il pouvait en fait un peu suivre au jour le jour nos activités et comment ça allait se dérouler. Et le souci étant, c'est que 10 jours pour réserver tout ça, vous pouvez imaginer que ça a été un peu le rush. Ça a été, il fallait à la fois réorganiser la vie en agence, organiser ce trip, prendre contact avec la famille qui venait d'Helsinki. Il y avait plein d'autres choses aussi, valider aussi le scénario avec le client. Donc en fait, tout ça s'est fait dans les 10 jours et ça a été très rapide. Et même là, vous voyez le planning qui est définitif, ce qui s'est réellement passé. À la base, ce n'était pas totalement organisé comme ça. On va parler un peu de matériel rapidement. Donc là, c'est ce qui est sur la table. On pourra en parler après si certains le souhaitent. On est parti principalement avec 2 boîtiers, la 7.4 et la 7S3. Donc on est full chez Sony. Donc
C'est vrai qu'on n'a que du matériel Sony. Donc la 7 IV qui va être un petit peu meilleure, on va dire, en photo, même si voilà, et la 7S3 qui va être un petit peu meilleure en vidéo, notamment au ralenti, en 4K, etc. Panajou nous a également prêté le Nikon ZF qu'on a pu tester du coup sur place, donc qui est cet appareil-là. On dirait presque un argentique, donc assez cool de l'utiliser, de voir un petit peu comment ça fonctionne. J'étais chez Nikon il y a très longtemps et ça fait plaisir de revenir un petit peu sur du matériel Nikon. Aussi, pour vous dire un petit peu pourquoi on utilise la 7 IV principalement et pas la FX, parce qu'on est, enfin, toute l'agence, tous les cadreurs monteurs qui sont à l'agence et même nous, on fait de la photo et vidéo en même temps. C'est un choix. Et on est assez content de ce boîtier-là, donc voilà. Il est assez polyvalent. Et la 7S3, c'était aussi parce qu'on tournait sur l'automobile, on voulait faire quelques plans en ralenti, et il proposait du 120 images par seconde, donc on l'a pris forcément. Après, en termes d'objectifs, on avait un peu de tout. On avait du grand angle avec un 16-35 de 8 que nous avait prêté Panajou. Alors, c'est pas celui-là, c'est le F4, mais on avait le 16-35 de 8. On avait le 24-70 de chez Sigma, qui est vraiment très très bien, qui est le plus polyvalent. On avait un 85-1.4, donc qui est assez gros, mais qui était assez cool à tester sur certaines photos pour le flou d'arrière-plan et tout ça, c'est vraiment sympa. Et puis le 70-200, donc qui a un zoom, pareil, relativement polyvalent pour créer du contenu. Et puis du coup un filtre ND parce que là-bas tout est blanc, tout est très lumineux, donc c'est important. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un filtre ND, mais en fait c'est comme des lunettes de soleil pour un objectif. Et du coup, ça permet d'assombrir en fait l'image. Donc, on a beaucoup de soleil, on peut assombrir l'image en gardant un flou d'arrière-plan relativement important. Donc, ça, c'était hyper cool de l'avoir sur place. Et juste aussi, comment on s'organisait sur place avec Louis, et ça, c'est même d'ailleurs au quotidien. Louis était plutôt main levée pour donner des images. En tout cas, sur la partie vidéo, je trouve que c'est des images, moi, ça me parle beaucoup plus dynamiques. Moi j'étais plus sur du Ronin qui est juste là, le RS2, RS3 Pro. RS3 Pro, ouais. Et voilà, et on avait un trépied voyage aussi. Ouais, petite trépied. On n'a pas voulu s'équiper avec une cage, tout ça, avec vraiment du gros matos lourd, tout simplement parce que les conditions là-bas, on ne savait pas trop comment ça allait être, c'était un peu aléatoire. On savait que des fois, justement, sur certaines activités, il fallait qu'on soit léger. Donc on a préféré vraiment être au minimum du minimum. Après on avait le DJI Avata, donc pour ceux qui connaissent c'est un drone FPV donc, qui peut faire des loopings ou des choses un peu plus immersives. La qualité d'image n'est pas incroyable, mais c'est assez cool parce qu'on peut faire des plans assez créatifs avec, surtout pour l'automobile. Et on avait le Mavic Mini 3 Pro, donc un drone vraiment très petit, très léger, qu'on peut emmener partout. On ne voulait pas prendre un gros drone comme un Mavic 3 ou quelque chose comme ça. Qui filme en vertical et horizontal. Celui-ci, ouais, filme en vertical, en horizontal, donc, et la qualité d'image est vraiment top pour le coup, donc ça suffisait largement pour le contenu qu'on avait à créer là-bas. Voilà, après en termes d'accessoires, on avait aussi une GoPro qu'on a utilisée, JB en parlera un peu plus tard. Même je peux en parler maintenant. Petite anecdote, la GoPro, assez surpris sur le terrain. Problème pour enregistrer plusieurs fois la vidéo. Je me suis renseigné un petit peu, malheureusement c'est pas au moment du problème qu'on a l'info. Très clairement là c'était un souci de batterie. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu le même problème un peu sur le drone, ouais. Impossible de décoller ou impossible de l'allumer. En gros le lithium a besoin d'être chauffé, on le savait notamment avec les batteries d'appareils Sony. Sur les batteries GoPro et le batterie drone, vu que c'est une membrane plus fine en termes de structure, facilement en fait le lithium va être très très froid. Donc c'est une des erreurs qu'on a fait sur le tournage. Après on avait très très peu de plans embarqués à faire, donc heureusement. Et c'est vrai que du coup c'est assez contraignant. Donc la partie astuce, et ça on va le montrer dans le petit plus juste. Juste pour finir là-dessus, on n'a vraiment pas eu de soucis au niveau des batteries des appareils Sony. Le seul truc par rapport au froid, c'est l'écran. Pas forcément dans le viseur, mais surtout l'écran. Celui-là il est orientable, mais l'écran LCD. En fait, quand il fait vraiment froid, les cristaux liquides se figent. Et en fait, on a l'impression que ça saccade quand on filme.
c'est presque figé en fait l'image. Donc faut pas s'étonner, c'est vraiment que les cristaux à l'intérieur se gèlent en fait. Et du coup, l'image qu'on filme saccade. En réalité, sur la carte SD, ça s'enregistre comme il faut, mais on a l'impression que l'image elle est saccadée, quoi, comme si on avait baissé le shutter. Donc c'est les seuls un peu soucis qu'on a recensés. Après, le matériel a très bien tenu, honnêtement. Ouais, Les batteries tiennent un peu moins longtemps, voilà, c'est vrai. c'est ça. En termes de durabilité, ouais. Après, en soi, sur les batteries Sony, on n'a pas eu forcément de soucis. Sur les batteries drone, par contre, oui, ça chutait plus vite. Ça, c'est sûr. On avait anticipé, on avait pris pas mal de batteries au cas où, quoi. Ouais. Ouais, les petits plus, alors ça c'est plus un... En fait, on vous le partage, ça paraît bête, mais c'est hyper important. Les sous-gants, pour tout ce qui est maniabilité de l'appareil, tout ça. Et aussi parce qu'en fait, les gens en fait, partent souvent avec des moufles dans les pays grands froids, tout ça, alors qu'il faut des gants pour bouger les doigts et pour éviter que ça gèle. Donc ça c'est un petit conseil. Moi j'ai fait, sur la grosse journée de tournage, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre de sous-gants parce qu'on était un peu dans le rush. Et j'avais les mains hyper froides et vous connaissez cette sensation qu'il y a la fermeture éclair de votre manteau qui vient taper sur votre main et ça vous fait super mal. On avait des sous-gants et en fait des gants qu'on pouvait rétracter au niveau des doigts. Donc en fait quand on avait besoin de faire un réglage ou autre, on pouvait rétracter la partie gants et être assez maniable. Parce que c'est ça en fait le problème des moufles, c'est que c'est compliqué de faire des réglages après avec. Donc là, on a des sous-gants très fins et qui tiennent bien les doigts, et puis une sorte de moufle qui vient se rétracter pour pouvoir utiliser ses doigts quand on en a besoin. Et même pour l'équipement en soi général, nous, on n'a pas l'habitude de partir sur des pays grands froids, tout ça. Il y a des indices sur tous les vêtements. Moi, j'ai découvert, et très honnêtement, Decathlon n'est pas du tout une marque qui est adaptée au grand froid. Donc c'est vrai que le premier réflexe qu'on a eu, on va aller chez Decathlon, tout ça. Non, c'est des marques comme North Face qui sont bien équipées, ils sont reconnus pour ça, plein d'autres marques. Donc ces indices-là, ça permet déjà de mesurer tout ce qui est étanchéité du vêtement, mais aussi pour tout ce qui est résistance au grand froid. Et la technique pour les batteries, et nous c'est ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait à l'intérieur les batteries, les poches intérieures pour que la chaleur du corps en fait, puisse chauffer les batteries. Et c'est une technique tout bête, mais ça marchait très bien. On ne l'a pas fait avec la GoPro et voilà. Ouais. Après, le technique, c'est du coup les chaufferettes. Donc, c'est des petites poches en fait qu'on frotte ou qu'on réchauffe et après qui tiennent chaud pendant 6 heures à peu près. Donc, on peut en mettre dans les gants ou dans les chaussures et on peut aussi en mettre dans le sac si on a les batteries, les trucs et tout. On chauffe 2-3 chaufferettes, on les met dans le sac et ça maintient un petit peu la chaleur. C'est pas incroyable, mais en tout cas, ça permet d'éviter que ça prenne trop froid. Après la housse de pluie, s'il pleut ou s'il y a trop de neige, c'est toujours bien de garder le matériel au sec. Et puis les batteries externes, nous c'est vrai qu'on se déplaçait beaucoup en voiture, donc on rechargeait dans la voiture en prise USB. Mais si vous êtes amené à faire des randonnées ou partir à la journée, c'est bien d'avoir une batterie externe. Parce que les batteries même de téléphone tombent beaucoup plus vite là-bas au vu de la température. Peut-être si tu veux rappeler le contenu à nouveau qu'on avait réalisé là-bas. Les premières choses qu'on va vous montrer, c'est un peu les photos qu'on a faites là-bas. Donc, à la fois dans la concession, alors on s'attendait à avoir une vraie concession, comme on peut voir. Une vraie agence de location de voitures. On se dit, il va y avoir des bureaux, des gens qui sont au téléphone, un bureau qui réceptionne, tout ça. Non, en fait, vous avez l'habitude de le voir quand vous sortez des aéroports, c'est carrément dans les aéroports, il y a les petits guichets, c'est très simple, c'était tout ça. Et on s'est dit, oh là, déjà de 1, il n'y avait pas de luminosité. De 2, c'était pas esthétique. Et on s'est dit comment on va faire pour rendre ce lieu-là sexy. C'était pas simple parce que du coup il y avait donc Green Motion, notre client, et puis juste à côté il y avait Sixt, il y avait Hertz et tout ça. Donc compliqué de jouer avec ça. L'autre truc qu'il faut savoir aussi dans cette partie-là du monde et dans d'autres parties, c'est qu'en fait il fallait qu'on change, l'éclairage flickerait, donc en fait ça faisait des sortes de traînées, et du coup il fallait qu'on passe de NTSC à PAL sur le boîtier, et en fait c'est pas tout à fait la même fréquence d'image, donc dans certaines régions du monde, notamment aux États-Unis, la fréquence d'image n'est pas la même, on passe de 24 à 25 images secondes, et du coup c'est des choses qu'on a ajustées sur place pour que l'image soit correcte et soit exploitable. Quand vous faites de la création de contenu et que vous voyagez, faites vraiment attention à ça parce que ça dépend de beaucoup de pays. Chacun a quasi sa norme. Il faut regarder sur internet, il y a les cartes et tout. Et surtout, en fait, si vous avez oublié de backup, de mettre de côté les plans que vous avez fait avant de partir à l'étranger, en fait, des fois, il y a certains boîtiers qui vont vous dire
ok, je veux bien passer en PAL ou NTSC, mais il faut formater la carte. Et en fait, si vous n'avez pas vos disques, là, c'est problématique. Ouais, si vous filmez quelque chose à l'extérieur et que vous rentrez à l'intérieur, parce que c'est uniquement à l'intérieur que ça se passe, cette sensation-là, c'est au niveau des éclairages et tout ça. Bah, du coup, effectivement, des fois, il faut formater les cartes pour qu'ils réécrivent. Au lieu d'écrire en 25 images, ils vont écrire en 24, par exemple. Et voilà. Donc voilà des premiers contenus qu'on a fait. Donc axé vraiment voiture, intérieur, extérieur. L'objectif c'était de mettre un peu en avant les accessoires, les éléments, montrer que c'était une voiture aussi moderne pour donner envie aux personnes de partir avec eux. Et c'est vrai qu'on a vu un peu les voitures qu'ils avaient, c'était des très bonnes voitures, un peu dernière génération. Là-bas, toutes les voitures sont équipées d'un pack un peu grand froid qui dégivre assez rapidement les pare-brises avant, arrière, etc. Certaines voitures ont les volants chauffants, les sièges chauffants, etc. Donc c'était assez sympa aussi à découvrir. Nous, c'est aussi ça, c'est qu'il fallait qu'on mette en avant le confort et la sécurité. Et aussi pour la petite anecdote, les vieilles voitures et même les voitures récentes, mais qui commencent un peu à faire des kilomètres, tous les soirs, il faut qu'ils branchent les batteries des voitures. C'est comme si on avait un petit autorodateur là à chaque fois, à chaque petit emplacement, et ils branchent les batteries de voiture pour chauffer les batteries pour repartir le lendemain. Donc au départ, moi j'avais lu ça sur internet, j'ai fait oh là là, ça va être une galère. Et au final, en fait, sur les derniers modèles et puis aussi au vu des températures qu'on a eues, sauf les premiers jours, c'était pas ça servait à rien. Ouais. Et vous pouvez voir que forcément sur la partie création de contenu, vu qu'on n'avait pas de modèle ou quoi que ce soit, on va jouer les modèles et ça fait partie aussi du jeu, on vend un peu notre image et voilà. On n'a pas eu du très beau temps comme je vous le disais, donc malheureusement c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images comme celle-ci où alors c'est sympa à voir parce que c'est quand même une ambiance assez particulière, mais du coup il n'y a pas trop de contraste, en fait c'est compliqué de jouer avec les lignes, etc. C'est vraiment tout le temps la même ambiance. Donc compliqué aussi de faire des photos différentes. On n'a pas eu de beaux, juste le premier jour, donc on a fait quelques photos, quelques plans, mais pas de beaux couchers de soleil ou autre. Donc c'est un peu dommage, on est un peu déçu, on va dire, à ce niveau-là, parce que du coup le contenu qu'on a créé, je pense qu'il aurait pu être largement meilleur si le temps était meilleur, mais bon, ça on n'y peut rien. Après, ça a un avantage aussi, avoir ce petit décor blanc, notamment sur la photo d'avant, ça fait ressortir la voiture et je trouve que c'est pas mal, ou les personnages principaux, je trouve que c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est assez complexe de varier les photos. Bon voilà, d'autres photos un peu d'intérieur. Donc c'était dans le brief, le client voulait aussi utiliser des photos comme ça un peu pour son site internet. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà un petit peu le type de photos. On a fait d'autres photos comme ça. Ce qui n'était pas forcément facile, c'était que dès qu'on roulait en fait 5 minutes, la voiture elle était un peu pleine de neige, pleine de glace aussi. De glace, et du coup c'est ça faisait des glaçons, donc c'est pas forcément tout le temps esthétique, donc compliqué de gérer à ce niveau-là. Donc voilà d'autres photos, ça c'était plutôt les premiers jours, les 2 premières photos il faisait à peu près beau, et puis après bon ça s'est dégradé, donc on voit les pneus, c'est pas forcément le plus esthétique, mais en même temps c'est en situation, donc on n'a pas eu forcément de retour sur ça, parce que c'est vrai que des fois, quand on shoot l'automobile ici sur Bordeaux ou même en France, il y a souvent les marques qui nous disent, et même des fois, ils ont des personnes qui nettoient les voitures. Là, vu que c'était, je pense, une agence de location de voitures, ils nous faisaient plutôt confiance sur ça. Donc après, il y a quand même, en post-prod, il faut forcément enlever un petit peu quelques petites choses, mais franchement, on est assez content. Bon voilà, ça c'était une des photos qu'on a faites à la fin. Donc avec les 2 voitures qu'on avait, donc c'était plutôt des bons modèles. Les 2 étaient forcément équipés de roues, des pneus neige. Et voilà, rien de plus. C'est vrai que là, je vois, on n'a pas parlé d'un accessoire qui pour moi est qui est quand même indispensable. C'est cette sangle-là. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sangle Peak Design. En gros, vu que nous on fait de la photo vidéo, on a juste à déclipser. Là, il est équipé. On a juste à déclipser très rapidement, et si on veut faire du main levée, c'est ultra pratique, je trouve. Et il y a aussi ça, mais ça c'était plus pour une partie vlog, parce qu'on va sortir une vidéo longue un petit peu sur la Laponie qu'on n'a pas eu le temps de monter, parce que c'était il y a 1 mois et demi qu'on est parti en Laponie. Et en fait, ça c'est assez bien aussi pour accrocher soit sur des barrières, sur des arbres. On a fait cette photo avec ça d'ailleurs. Oui, ou même au sol, quand on n'a pas le trépied, qu'on a vite envie de faire la photo. Donc voilà.
Donc les paysages, en fait, c'était vraiment beaucoup ça. Donc beaucoup d'arbres enneigés, donc plus ou moins tout le temps la même chose. Et on avait repéré avec Louis un lac qui était magnifique sur Instagram. On s'est dit on va y aller. Heureusement c'était à côté d'un point d'intérêt, enfin le village de glace qu'on a fait. Et on y allait. On a essayé d'y aller aussi à pied. Le problème c'est que rien n'était déneigé. Donc pour y aller, on avait vraiment la neige jusqu'ici et c'est pas, enfin c'était vraiment comme ça. Donc on s'est dit on va y aller en drone. En fait en drone ça donnait rien du tout. On a cette image des lacs voilà, qui sont complètement bleus. En fait, c'est juste des plaines étendues. Et même d'ailleurs, on a fait en faisant de la motoneige, on s'est arrêté à un moment donné à un endroit. On s'est dit, bon, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'arbres, mais en fait, c'est un lac gelé. Et on ne se rend pas forcément compte. Je pense qu'à certaines saisons, par contre, ça doit être super beau parce que c'est complètement. On voit cet aspect glace. Là, c'était juste enneigé complètement. Ce qui est assez intéressant aussi avec la Laponie, c'est que je pense qu'en fonction des saisons, le paysage est complètement changeant. Super sympa, ouais. Donc ça, c'est des photos plus qu'on a fait donc, pour la concession. Le petit kiosque, c'est ce qu'on vous disait, c'est vraiment un petit kiosque comme ça, donc il n'y avait pas grand-chose. C'était tout petit. Et donc l'idée, c'était aussi de mettre en avant la concession avec une personne qui signe le contrat, la remise des clés, tout ça, les photos un peu basiques que peut attendre une agence de location de voitures. Du coup, pour la vidéo générique, je ne sais pas si tout va se lancer, mais ça, c'est quelques backstage qu'on vous a mis ici. Donc là, quand on était en train de filmer du coup, les chiens de traîneau, vous le verrez. Là, c'était un petit backstage, donc avec, vous voyez le filtre ND qui est sur l'appareil. Et puis là, totalement illégal de filmer depuis le coffre de la voiture. La voiture de devant. Il faut savoir pour les activités, généralement les gens ils disent ok c'est une agence de prod, ils ont eu le temps de privatiser les activités ou quoi que ce soit. On était avec des touristes. Hein. On était obligé d'être avec des touristes parce que tout était au dernier moment. Il y a juste une activité, et ça on en parlera après, auquel on a eu une privatisation et c'était super bien. Mais là il y avait plein d'autres touristes avec nous. Et d'ailleurs ce qu'on faisait c'est qu'on se mettait à chaque fois en arrière pour essayer d'être le plus loin possible de tout le monde et pouvoir filmer un peu les… Ouais, c'était compliqué parce que du coup, on pouvait pas faire, on n'avait pas le temps de faire nos images comme on le souhaitait, dans le sens où il fallait suivre l'activité, il fallait suivre les gens, on pouvait pas s'arrêter quand on voulait. Et du coup, c'est une petite contrainte, donc après, il faut jouer avec ça forcément. Et puis, on était deux, donc c'est pratique. Mais voilà, on a pu faire des plans drone avec les chiens de traîneau, mais du coup, on a dû demander avant, ils ont fait partir notre groupe et tout, donc c'est quand même une certaine organisation. On va vous montrer la vidéo. Est-ce que vous avez des questions en attendant ou pas du tout Ouais. Je voulais savoir par rapport à l'humidité, la neige, etc. Vous n'avez pas eu de problème avec les objectifs de buée, des trucs comme ça Si, après ça arrive même ici, quand tu vas d'un endroit chaud à froid, tu vas avoir la buée forcément qui va se mettre, mais franchement, mis à part ça, non. Moi, très honnêtement, j'avais vu plein de vidéos parce que je me suis renseigné avant. J'avais ce stress d'avoir les batteries qui se vident très rapidement. Au final, je pense que les appareils d'aujourd'hui résistent très bien. Et oui, avant, je pense qu'il fallait protéger. Après, par contre, on n'était pas non plus dans les conditions, par exemple, de photo animalière. On reste pendant 2-3 heures, voire plus, planté, quasi le trépied et le boîtier dans la neige. Ce n'était pas le cas. Mais par contre, on filmait quasi en continu. Hein. Enfin, sur certaines journées, on n'a pas arrêté. Mais non, aucun. Franchement, assez étonné. Je pense qu'aujourd'hui, il y a juste la GoPro. Voilà, ça, moi, je suis vraiment déçu. Mais tout ce qui est petit, je pense, les batteries, c'est mort, quoi. C'est dommage parce que franchement, à chaque fois, on a cette image de la GoPro. Après, je pense que les gens qui sont spécialisés dans le contenu extrême, par exemple Red Bull et autres, eux, ils doivent avoir vraiment tout l'équipement pour chauffer les batteries, tout ça, préparé, c'est tout à fait normal. Nous, on avait 2 ou 3 plans à réaliser en caméra embarquée, on l'avait mise dans le sac et on avait carrément zappé de mettre la batterie proche de nous. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché.
Donc ça c'est une vidéo, enfin c'est donc la vidéo générique, on vous a montré un peu les photos, là c'est la vidéo générique, donc on avait validé avec le client, il voulait absolument que ce soit un peu scripté, que voilà on voit un couple arriver à la concession, récupérer les clés, tout ça, ça il le voulait vraiment, c'est vrai que nous on aurait fait peut-être quelque chose d'un peu différent, un peu plus dynamique, un peu plus punchy, mais du coup il voulait absolument cette partie-là, donc c'est pour ça qu'il y a aussi toute la partie forcément de la concession au départ. Voilà un petit peu, si vous avez des questions sur les plans aussi, n'hésitez pas parce que c'est vrai que vous vous doutez peut-être pas de comment tout ça s'est tourné, mais ça a été quand même beaucoup de rush. Je sais même pas combien on a ramené de rush. Et quasi sur tous les plans, il y aurait une histoire à raconter tellement que c'était intense, mais voilà. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo de Noël. On avait besoin de figurants sur cette partie-là. Donc, comme on vous a parlé, c'est une famille avec leurs enfants. Grosse problématique, c'est que trouver une famille dans les 10 jours à venir, libre en semaine, c'était assez compliqué. Donc, on est allé chercher en agence de modèles. On a commencé à chercher sur des groupes Facebook parce qu'on s'est dit Ouais, peut-être que voilà, ça allait le faire, on aurait pu trouver quelqu'un. Et en fait, du coup, ouais, c'est ça, c'est en agence qu'on a trouvé une famille qui était disponible, donc forcément, il faut les rémunérer. Et c'était pas forcément simple de trouver des parents avec des enfants disponibles en semaine. Donc voilà, on a trouvé cette famille-là qui était vraiment super cool, qui a vraiment bien joué le jeu. Et c'était super intéressant de travailler aussi avec eux, de voir comment donc, ils après aussi, ce qui est assez intéressant de travailler avec des professionnels, c'est que direct, on leur demande par exemple, est-ce que tu peux faire ci, ça. Ils vont direct se mettre en action. Enfin, c'est leur métier, ils sont en agence, ils savent ce qu'ils font. Après, c'est sûr que comme on a dit, les enfants, à un certain moment, c'est un peu plus complexe. Mais très honnêtement, moi je trouve que c'est plutôt cool, ils ont joué le jeu. Et le résultat, moi je suis assez content. Et l'agence aussi. Donc ça c'est des petits backstage, vous verrez, donc on a fait des plans dans la maison du Père Noël. Donc on va vous expliquer ça un petit peu après, mais on a eu la chance du coup d'avoir la maison du Père Noël pour nous tout seuls. Comme je disais, c'est que la Laponie c'est reconnu pour aller voir le Père Noël. Pour vous dire un petit peu l'ambiance, comment c'était, parce qu'on n'avait pas forcément regardé l'activité, c'est un petit peu une sorte de mini-village. Ça ressemble un petit peu à comment c'est organisé à Disneyland avec la petite maison qui est posée au milieu. Il y a même des fausses maisons de Père Noël à côté avec un faux Père Noël. Alors je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas pour rentrer dans cette maison-là, c'est carrément un parcours. Je pense qu'en termes d'attente, il doit y avoir à peu près des fois 1 heure, voire en pleine saison en plus, je pense que. Et c'est hyper cher d'avoir le Père Noël, c'est 50 € pour une personne et 30 € pour faire une seule photo. Nous, on a eu un privilège, le client a privatisé tout, on était avant l'ouverture. La maison, elle ouvre à 10h. Nous, on avait du coup de 9h30 à 10h pour faire les plans. On avait le Père Noël pour nous, donc assez cool. Et dès que 10h a sonné, les portes sont ouvertes et tout le monde est rentré. Comme si c'était les soldes. Ouais. Franchement. Mais non, franchement, c'était très intéressant. Et puis, il n'y a pas que ça aussi, c'est que ça fait rêver, même si aujourd'hui on est un peu plus grand, on se dit, bon, voilà, on a pu filmer Père Noël, on a pu échanger avec lui, on a pu repartir aussi avec notre photo. Donc, ça fait rêver. Et puis, surtout, ça correspond vraiment à ce que recherchent les gens quand ils partent en Laponie. C'est en premier lieu, et d'ailleurs c'est pas très loin de l'aéroport, en premier lieu aller voir le Père Noël et puis après peut-être faire un road trip en Laponie.
Donc ça, bon, c'est la photo avec le Père Noël. Donc il y a il y a la famille aussi de figurants. Du coup, il y a donc la personne qui gérait l'agence sur place. Et du coup, le patron qui est venu aussi avec sa femme et sa fille, le patron de l'agence pour qui on travaillait. Donc c'était hyper cool aussi de pouvoir le rencontrer en vrai, parce que c'est vrai qu'on échangeait par mail, etc. Du coup, c'est important aussi cet échange humain, de lui voir comment nous on travaille, comment on est investi aussi dans son projet. Donc on a pu bien échanger avec lui et que ce soit ce projet-là ou un autre, en fait, on se rend compte que les relations humaines sont vraiment hyper importantes. Donc c'était cool de le rencontrer, d'échanger avec lui sur son projet, quoi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a même des activités qu'on a réservées un peu au dernier moment, notamment le chien de traîneau, on ne savait pas trop. Il faut savoir que le chien de traîneau, sur des conditions, quand on arrivait proche des zéros, c'est déconseillé de faire parce que du coup, le traîneau glisse mal et pour les chiens, c'est un peu plus compliqué. Là, on était pile avant que ça soit déconseillé, heureusement. Et l'activité, et même d'ailleurs chaque activité, c'est si on ne s'y prend pas en avance, c'est à partir de 150 € par personne. Et là, on était à l'aéroport et je me rappellerai toujours. Et en fait, il nous fallait à tout prix les chiens de traîneau parce que ça représentait la Laponie. Et on était là, mais on va lui demander comment. C'est 750 €, on est 4 personnes. Et sachant qu'il reste d'autres activités à faire. Et en fait, lui, je pense que vraiment, il a envie de développer sa boîte un peu comme Hertz et les autres groupes. Donc, il voulait mettre le paquet et tant mieux. Hein, il nous a fait confiance aussi sur le contenu. Donc, et on avait une certaine pression parce qu'il arrivait d'Angleterre pour voir comment on faisait sur une journée, parce qu'ils étaient présents avec nous qu'une journée. Et on avait cette pression-là et on s'est dit, bon, ben, maintenant, il faut qu'on assure, il faut qu'on envoie. Donc, sur la journée de tournage avec la famille, en fait, on avait du coup Nora et Morgane qui étaient là aussi. On avait amené un iPad où en fait on suivait tout le scénario, on vérifiait qu'on avait tout le contenu et tout ça. Et ça lui permettait aussi pour le patron de Green Motion de checker aussi avec nous que tout le contenu ait bien été fait, quoi. Voilà, là, la cible, vous avez pu voir, c'est la famille qui vient en Laponie faire les activités les plus demandées. Et il y a un accessoire sur lequel on n'a pas forcément parlé. Et ça, pour nous, ça change pas mal de choses. Et pourtant, c'est tout petit. Franchement, moi, je vous le conseille de l'avoir tout le temps dans le sac. Très clairement, c'est un bras magique. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais ça permet de faire des plans. Et ça, vous pouvez le voir, notamment sur Instagram, il y a beaucoup de trends. Où par exemple il y a quelqu'un qui prend une bouteille, un parfum ou quelque chose comme ça, et en fait la caméra est fixée dessus et du coup on suit, le focus est fait uniquement sur la bouteille et par exemple s'il boit, ben, la caméra va se lever. On l'a fait sur un plan, d'ailleurs de la vidéo où c'est fixé sur le traîneau et on voit la famille dans le traîneau et on avait juste la caméra fixée et franchement c'est hyper bien. On a fait à peu près le tour. Voilà, si vous avez des questions, des remarques ou autres, on peut en parler. Alors souvent on le fait pas avec le Ronin, on le fait en post-prod. Donc en fait on fait, pour ceux qui savent pas, l'effet vertigo, c'est en fait quand on zoome, mais en même temps qu'on recule, en fait ça fait un effet de perspective, de profondeur. Et du coup ça souvent en fait on le fait, on avance par exemple au Ronin. Et sur le logiciel, on va venir faire le sens inverse. D'abord zoomer et après dézoomer. Et du coup, en fait, dans la réalité, on avance, mais en post-production, on recule. Du coup, ça donne cet effet de profondeur. En fait, tu peux le faire, ouais. Vous le faites en post-prod.
Ouais, mais pareil, je sais pas si tu as remarqué, il y a un plan drone qui est fait un peu comme ça, où en fait le drone avance, mais le plan recule, enfin du coup ça donne cet effet de comme si ça se déformait un peu. Voilà. Tu n'as pas le choix, il faut le follow focus. Tu n'auras pas le choix. Si tu veux le laisser avec le follow focus justement, et j'arrive pas à gérer en fait, à doser le. Ouais, ça. Après, sur certaines prods, tu as carrément quelqu'un qui derrière le fait, tu vois, et il y a juste le cadreur qui fait son truc. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais par contre, ouais, là, du coup, la technique et surtout, c'est très difficilement. Enfin, on sait, sur certains plans, on sait pas qu'on va faire ça. C'est juste en post-prod, on se dit, ok, est-ce que c'est exploitable, la ligne est bonne, est-ce que c'est intéressant de le faire, et voilà. Donc voilà, après on est content des images, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire, on n'a pas fait trop d'images pour nous aussi, de manière un peu créative, un peu plus recherchée, comme nous, on l'aurait fait pour nous en tout cas, parce que c'était quand même assez cadré en termes de timing, en termes de spot, etc. Donc voilà, le milieu de la publicité, il y a forcément certaines agences, et là ça a été le cas, qui donnent des briefs. Là, nous, ça a été le cas. Généralement, on échange avant, il y a une phase de pré-production. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Cette phase de pré-production, nous, derrière, on vient conseiller le client parce qu'on fait du conseil en vidéo et même en photo. Là, au vu des deadlines, que c'était tellement serré, on a dit « Ok, let's go, c'est bon pour nous ». Et on va aussi s'adapter aux aléas du terrain, parce que c'était aussi ça, le truc. Et ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, si on devait faire autrement, c'est dire, et j'espère que d'ailleurs ça se reproduira, c'est dire ok, on va prendre plus de temps pour préparer le projet, et surtout sur des destinations où ça demande des activités comme ça, c'est vraiment avoir une activité des fois privatisée, même plusieurs, parce que c'est assez complexe. Il y a une activité qui n'est pas très présente dans les vidéos, et c'est tout à fait normal, c'est les motoneiges. C'était très compliqué de couvrir parce qu'on était avec un groupe de touristes, et forcément, même si Louis ou moi on était devant, on se suivait, mais c'était trop compliqué et très dangereux aussi. Donc malheureusement, on n'a pas fait 10 000 plans, et puis les conditions aussi ne nous permettaient pas. Pareil pour les chiens de traîneau, on s'était mis un traîneau l'un devant l'autre, et en fait moi j'étais devant et JB était derrière, et sauf que ces chiens n'avançaient pas assez vite. Ouais. Du coup en fait il était super loin, et c'était compliqué de le filmer dans son traîneau. Ouais, je pense que c'est suffisant parce on s'était répartis, comme il disait, un main levée, un au stabilisateur, ou alors un au drone FPV, l'autre au drone normal. Et du coup, ouais. Après, c'est plus une question de confort. S'il y a une troisième ou quatrième personne, c'est plus une question de confort. Mais sachant qu'on était sur un voyage où, tu vois, il n'y avait rien qui était privatisé sauf le Père Noël. On aurait pu penser à ce qu'il y ait un réal avec un moniteur un peu plus loin qui dise ok, ce plan c'est ok. Non, là c'était run and gun, c'est-à-dire on a les cams, on fait les activités et on filme. C'était clairement comme ça. Après, tu vois, quand tu vois des pubs à la télévision, il y a tout qui est scripté, tu as une équipe de 4, 5, voire plus. Même. 10 fois la scène. Louis a eu l'occasion de partir avec Damien qui est là-bas en Uruguay. Ils couvraient pour une marque de voiture. Et nous, on couvrait sur la partie réseaux sociaux, et ils étaient avec l'équipe télé. Il y avait une différence qui était énorme, et c'est hyper intéressant parce que ça confronte l'agence qui est autodidacte et tout, et l'univers du cinéma publicitaire. Et je trouve que c'est hyper enrichissant de voir en fait comment chaque agence bosse. Et je pense que, je sais pas, c'est plus toi qui pourras en parler. Même, je pense, l'équipe technique devait aussi être étonnée que vous ayez du matériel aussi léger, je pense. Bah ouais, c'est sûr que comparé à une grosse agence, une grosse boîte, nous on aime bien partir assez léger. C'est vrai que là on n'a pas pris que ce soit des cages ou que ce soit des matebox ou quoi que ce soit. On voulait vraiment partir avec du matériel plutôt léger. Même pas de lumière. La seule lumière qu'on avait, c'était une RGB. On avait juste ça en Laponie. Ouais. Et en plus, c'était plus dans l'idée de se dire ok, on va faire des photos de nuit, je vais être au milieu du lac avec une lumière rouge, ça va être très beau. Mais c'était plus pour le kiff. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et quand on a vu justement les conditions pour filmer par exemple le kiosque de l'agence, on s'est dit oh, ça va être compliqué, il va falloir qu'on monte les ISO, et sur certains plans, il y a, notamment dans le Village de Glace, on le voit, mais derrière en post-prod, heureusement que DaVinci fait un peu de travail sur le denoiser.
Mais voilà, c'était une super expérience. Et puis, c'est vrai que faire un projet professionnel à l'étranger, c'est toujours cool, surtout quand bah, voilà, on reste quand même une jeune agence et pouvoir faire ce type de projet-là, on aime bien l'automobile en plus, donc non, c'était vraiment chouette. Ouais. Je sais pas, une petite semaine, je pense, une semaine, ouais, une semaine. Ils sont ils sont pas trop relous sur les retours. Donc honnêtement ça va, ils ont quasiment validé tout direct. Après nous on a fait des rushs aussi quand même un petit peu pour nous là-bas, même si c'était pas la majorité. Donc nous on compte sortir une vidéo. Un peu plus longue, un peu plus travaillée ouais. aussi, parce que là c'est vrai c'était assez short les deadlines aussi. Pas forcément travaillé, mais projet. une pour nous un peu plus en immersion en Laponie, etc. On a plein de rushs donc ce sera l'occasion. Ouais. Ouais. Vous avez filmé en S-Log ou ouais, tout ensemble? Tout en S-Log. Donc ceux qui savent pas ce que c'est un profil d'image. Donc en fait toutes les images à la base elles sont désaturées, donc vraiment très grises. Et après en post-production on vient les resaturer, remettre un peu de contraste, luminosité. Là c'est vrai que vu que tout était blanc, bon il n'y a pas énormément de travail. Enfin après le blanc il faut qu'il soit à peu près blanc pareil partout. Mais ça permet de retravailler en post-production toutes les couleurs, les luminosités, etc. Ouais. Même les drones, ils ont les S-Log aussi. Ouais. C'est pas du S-Log, c'est du D-Log, donc c'est pas tout à fait pareil, c'est un peu moins grisé. Ouais. Donc en fait, si tu vas sur du Mavic 3, tu auras un vrai log, mais là sur ça, c'est un petit log. Ouais. Niveau matériel, je pense que c'était ok. Après le trépied voyage, on s'en est pas servi parce qu'il n'y a pas eu d'aurore boréale. Okay. Enfin, on a essayé, mais c'était pas possible au niveau des conditions. Donc ça, forcément, c'est assez volumineux. Après, tout ce que vous voyez là, franchement, on l'a utilisé. Et d'ailleurs, on ne vous a pas forcément parlé du stockage, comment on faisait. C'est que tous les soirs, on faisait des backups et on avait nos disques SSD. Donc on utilise ça. On prend ceux-là parce qu'en fait, ils sont renforcés. Et très honnêtement, si on le fait tomber, on a un peu plus de sécurité. Et d'ailleurs, tous à l'agence, on utilise ça parce qu'on est souvent en déplacement avec le sac, l'ordi, tout ça. Et je pense que c'est une des meilleures références. Mais tout ce qui est utilisé là, enfin tout ce qui est là a été utilisé. Ouais. Vous êtes beaucoup servi du Nikon du ZF Honnêtement, c'était plus pour le tester, plus pour le kiff que pour la production en elle-même. C'était pour tester un peu, voir comment. Enfin, moi, comme je disais, ça fait longtemps que j'avais pas été chez Nikon, donc vraiment juste pour faire quelques photos comme ça pour le kiff, mais pas, non, on l'a pas utilisé pas du tout pour la production. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai jamais touché un Nikon, donc j'ai un peu découvert. Et c'est toujours assez complexe de prendre un nouveau boîtier en main, mais je trouve qu'il a son charme. Et non, franchement, c'est un bon boîtier. C'est un bon boîtier. Comparatif entre guillemets entre Nikon et Sony. Là, tu parles à la Sony Family, donc ça va être compliqué. Tu veux comparer les marques ou le... Je sais pas vraiment ce qu'il y a. Ça dépend, qu'est-ce que tu recherches en termes de vidéo, photo. Honnêtement, moi je suis chauvin sur la partie Sony, mais si tu recherches à faire de la photo et de la vidéo, pour moi je conseillerais tout le temps Sony. Après, il faut savoir que chaque boîtier a quand même son petit grain, je trouve, parce que les Sony, les noirs sont très noirs, ça fait très très cinéma en sortie d'image. Et après, Nikon, c'est différent, je trouve. Après, c'est aussi plus ton workflow, le logiciel aussi qu'il y a dedans, parce que bon, c'est sûr, il y a les specs des appareils, mais par exemple, Sony, les réglages, l'interface n'est pas forcément hyper fluide et compréhensible tout le temps. Nikon, pour le coup, c'est un peu mieux, je trouve, un peu mieux fait. Et à contrario, les boutons d'accès de Sony, si les raccourcis sont plus accessibles, contrairement à Nikon. Je trouve que c'est un peu plus complexe, surtout les boutons, la prise en main. Après, peut-être que je dis ça parce que je l'ai pris en main et je me suis dit, oula, c'est compliqué, j'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, je trouve que c'est un peu moins un boîtier pour le type de prod qu'on fait. Clairement. C'est pas pareil. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a aussi surtout l'œil que tu vas avoir derrière, peu importe ce que tu utilises. En vrai, c'est. Ça dépend des prods que tu recherches aussi, je pense. Je vais pas rechanger de boîtier tout de suite. Je me suis. T'es chez qui? Chez Nikon, du coup. Nikon, j'ai pris un Z8. Ouais. Il n'y a rien à dire. Non. Clairement, il n'y a rien à dire. Non, c'est sûr. J'ai beaucoup hésité avec Sony, justement. En fait, après,
Nous, on est autodidacte et enfin moi en tout cas, je vais parler pour moi. Enfin, pourquoi je suis parti chez Sony au tout début, c'est que sur YouTube, il n'y avait que de ça. Donc forcément, tu apprends plus facilement, plus rapidement, tout ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai testé aussi du Canon, hein, mais je me suis toujours dit, Sony, c'est assez pratique, je trouve. Non, mais c'était surtout qu'à l'époque, Sony était un peu en... Enfin, moi, c'est vrai, oui, il y avait un peu d'avance. J'ai été chez Nikon et j'hésitais entre le Z7 à l'époque, je crois, et l'A7 III. Et je suis parti chez Sony parce que pour faire de la photo et de la vidéo, c'était un peu meilleur. Après, maintenant, Nikon fait des très bons boîtiers. Les autres marques, hein. Ouais, franchement. Après, ouais. Merci Alors, en tout cas. et merci beaucoup. Si vous avez des questions, Ouais. on peut aussi en discuter juste après. Et sachez que même si vous avez des questions après sur la production, comment on produit, tout ça, on est disponible sur Instagram. Le Manza Studio, on répondra, c'est avec grand plaisir. Et puis si vous voulez venir voir le studio aussi, c'est avec grand plaisir. Merci. Merci.